Je dirais que j'aime les fleurs d'une passion presque monomaniaque. Les fleurs me sont des amies, silencieuses, et violentes, et fidèles, et toute joie me vient d'elles. Mais je n'aime pas les fleurs bêtes. Non, car aussi blasphématoire que cela paraisse, il y a des fleurs bêtes. Ou plutôt des fleurs. De pauvres fleurs à qui les horticulteurs ont communiqué leurs bêtises contagieuses, telles les bégonias, dont on fait aujourd'hui dans les jardins un si douloureux étalage, au point que toute autre fleur en est exilée, et que toute la flore semble se restreindre à cette espèce de plante stupide. Moi, les fleurs que j'aime, ce sont les fleurs de nos prairies, de nos forêts, de nos montagnes. Je vais demander à l'Amérique septentrionale la miraculeuse beauté de ses composés, la majesté de ses hélianthes et de ses silphiums. Au Japon, je cherche l'obscène candeur de ses lys, l'exubérante et fastueuse joie de ses pivoines, la verve folle de ses hippomées. L'Orient apporte la quantité innumérable de ses bulbes, l'extraordinaire chiffonnage de ses pavots, de ses aliments, de ses renoncules, et que dire de la Suisse? De chaque pente de rocher surgit une merveille de vie végétale, où le caillou est hospitalier à la petite graine que l'on confie à lui, où la neige couve et prépare les ardentes soirées printanières. Quel plaisir! Et je le dirai quelques jours ce plaisir. Et je dirai aussi tout ce qu'elles contiennent non seulement de rêves, de beauté, mais aussi d'excitation intellectuelle et d'éducation artistique. Quel plaisir de rassembler tous ces êtres de miracle et de leur donner la terre qu'ils aiment, l'air dont se vivifient leurs délicats organes, l'abri dont ils ont besoin, et de les laisser s'épanouir selon leur fantaisie admirable et dans la norme de leur bonté. Car les fleurs sont bonnes et généreuses pour qui sait bien les chérir. Tout ça pour dire que cela faisait bien longtemps que je désirais une merveilleuse plante qui s'appelle le Silphium albiflorum. Enfin, j'avais demandé aux collectionneurs, aux horticulteurs, au muséum, au jardin botanique. En vain, je l'avais réclamé d'Angleterre, d'Amérique, de Belgique et même de ce botaniste passionné et charmant de Genève, M.H. Correvon, qui cultive dans ses curieux jardins de plein palais tout ce que la flore universelle peut donner de plantes révélatrices de beauté. Comme je me désolais de l'inutilité de ces recherches, quelqu'un me dit « Je connais un bonhomme qui a peut-être votre plante. C'est une espèce d'original très amusant dont la coquetterie de posséder des fleurs que personne ne possède. Il en a, paraît-il, d'extraordinaire. Il habite Granville et, par une prédestination singulière, son nom est Hortus. » Le lendemain, j'étais à Granville. Je trouvais le père Hortus dans son lit. C'était un vieux petit bonhomme, très rouge de peau, très blanc de cheveux, et qui, en manche de chemise, le chef couvert d'un chapeau de paille en forme de tente, jouait du cornet à piston devant un hibiscus. « Je m'asseyais !» me dit-il en m'apercevant. « Cette fois, je le tiens, le gredin !» Et comme je paraissais intrigué devant un tel accueil, le père Hortus m'expliqua. « Voilà, moi je n'aime que les plantes qui font des blagues. Seulement je suis aussi rosquet. Alors je les embête. Savez-vous ce que je viens de faire? Je viens de féconder un hibiscus. L'hibiscus déteste la musique. Eh bien, je lui joue du cornet à piston juste au moment de la fécondation. Ça l'embête, ça le dérange, ça va le mettre en rage, ça va lui faire perdre l'amour et il va se féconder de travers. C'est-à-dire qu'il va me donner une graine, il sortira un monstre cocasse qui sera un hibiscus ou
qu'il n'en sera pas, qui sera une plante comme on n'en a jamais vu. Je me félicitais vivement de ce procédé de culture et lui expliquais le but de ma visite. Ah, ça j'en ai pas, ou plutôt je ne sais pas si j'en ai, car j'ai tout un tas de plantes dont je ne connais pas le nom. Mais j'ai quelque chose de bien plus curieux que tous vos silphiums. C'est le concombre fugitif. Je vais vous le montrer. Il m'invita à le suivre. L'enclos était vaste, divisé en carrés rectilignes traversés par de larges allées herbeuses. Jamais, même dans un jardin abandonné, je ne vis pas des arbres. Les planches, les plates-bandes, picturées, jamais rajeunies par la bêche ou l'humble binette, offraient l'indescriptible spectacle de plantes emmêlées les unes aux autres. Et tout cela, jauni, roussi, jonchant la terre dure, disputant aux herbes folles le peu de fraîcheur laissé dans le sol brûlé par le soleil. Ah, vous allez rire, me dit le père Hortus. Il s'arrêta devant une planche, écarta quelques tiges séchées de phlox. Ah, c'est un concombre impayable que le concombre fugitif. Bon, à le voir, il n'a rien de particulier. Mais dès qu'on veut le prendre, il fiche le camp, il s'en va au diable, impossible de le manier. Le père Hortus cherchait toujours, à travers le lacis de tiges jaunies qu'il écartait d'une main brutale. Ah, mais je ne le vois pas! Où est-il, cet animal-là? Ah, mais c'est toujours la même chose! Mais quand on vient pour le voir, il n'est jamais là! Et se tournant vers moi, est-ce curieux tout de même? Un concombre! Attendons un peu, il ne va pas tarder à revenir. Je ne savais si le père Hortus était véritablement fou, ou s'il cherchait à me mystifier. Et je me disposais à interrompre ma visite quand, tout d'un coup, le père Hortus s'écroulant dans la plate. Planche de fleurs, il y a un gredin, un misérable. Et je vis sa main noueuse, cherchant à étreindre quelque chose qui fuyait devant elle. Quelque chose de long, de rond et de vert, qui ressemblait en effet à un concombre.